Bonjour à tous et à toutes. À travers cette vidéo, nous allons vous faire découvrir le monde de la formation professionnelle en France. En France, les acteurs de la formation professionnelle se répartissent en quatre grands groupes: l'État, France Compétences, les acteurs de terrain et les prestataires de services. Les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les régions pilotent les politiques emploi-formation au niveau national. Au niveau territorial, les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle assurent la coordination de ces politiques. France Compétences assure le financement, la régulation et l'amélioration du système de formation professionnelle et de l'apprentissage. Les fonds collectés sont reversés à différents acteurs pour qu'ils puissent assurer leur mission. Pôle emploi, qui devient en janvier 2024 France Travail, assure la gestion et le financement des formations pour les demandeurs d'emploi. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion et le financement du compte personnel de formation, dit CPF. Les opérateurs de compétences, ou OPCO, assurent le financement de l'alternance des formations des salariés des TPE-PME et l'appui des branches professionnelles dans leur mission. Les fonds collectifs, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales assurent le financement des projets de transition professionnelle. Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle délivrent un conseil en évolution professionnelle aux actifs occupés du secteur privé. Les conseils régionaux assurent le financement des centres de formation d'apprentis et le développement économique territorial. Quatrième acteur, les prestataires de services. La formation des demandeurs d'emploi, des salariés ou des jeunes est assurée par les prestataires de services d'actions concourant au développement des compétences. Ce sont les organismes de formation, les centres de formation d'apprentis, les centres d'accompagnement à la validation des acquis ou les centres de bilan de compétences et les réseaux consulaires. L'action de formation mentionnée au paragraphe 1 de l'article L6313-1 du Code du travail se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. La notion d'action de formation s'élargit et peut englober toutes sortes de modalités d'apprentissage en présentiel, à distance, en situation de travail. Dans le cadre de la formation professionnelle, un OPAC est un organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Selon l'article L6313-1 du Code du travail, il existe quatre types d'actions concourant au développement des compétences: les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience et les actions de formation par apprentissage. Selon l'article 4 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les différents types d'OPAC sont les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les organismes qui mettent en œuvre des actions permettant la validation des acquis de l'expérience, les centres de formation des apprentis. On peut noter qu'un OPAC peut délivrer plusieurs types d'actions. Par exemple, un organisme peut être à la fois dispensateur de formation, mais aussi réaliser des bilans de compétences et mettre en œuvre des actions permettant la validation des acquis de l'expérience. Selon la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, les obligations réglementaires d'un organisme de formation sont réparties en 6 grands axes. Premier axe, la déclaration d'activité auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui permet d'exercer sur le territoire et de figurer sur la liste publique des organismes de formation. Deuxième axe, la réalisation de bilans pédagogiques et financiers dès la première année d'activité, qui est obligatoire et donne lieu à des exonérations à la TVA. Axe numéro 3, la communication d'informations précises aux stagiaires, à savoir le déroulement, le suivi
et l'évaluation d'une action de formation. Axe numéro 4. Les contractualisations spécifiques internes et externes dans le cadre de contrats de sous-traitance. 5e axe. L'application de règles comptables. Il est à noter que les dispensateurs de formation sont tenus d'établir un bilan comptable et un compte de résultats et de fournir les annexes. L'organisme de formation doit tenir une comptabilité distincte pour toutes les prestations qui ne relèvent pas de la formation professionnelle. 6e et dernier axe, le respect des dispositions légales pour toute communication commerciale. S'il n'est pas interdit pour un organisme de formation de lancer des actions de communication, comme le site internet, un marketing direct, une presse ainsi que toute communication incitant à l'achat, ces communications sont néanmoins encadrées par la loi. Tout organisme d'une action de formation doit fournir à leurs stagiaires, même avant l'inscription, le programme complet de la formation, les horaires, les modalités d'évaluation de l'action de formation, les règlements intérieurs, les coordonnées de toute personne chargée des relations avec les entités commanditaires de la formation, une liste regroupant tous les noms, titres et qualités de formateurs assurant l'action de formation et finalement les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. La différence entre une convention de formation et un contrat de formation se trouve principalement dans le financement de l'action de formation. Une vente d'une action de formation par un organisme prestataire à une personne morale telle que entreprise, association ou collectivité locale est appelée une convention de formation, alors que le financement d'une action de formation par un individu, partiellement ou intégralement, est un contrat de formation. Les formations ouvertes et ou à distance, FOAD, reposent sur des outils de e-learning tels que les MOOC et se distinguent des formations présentielles du fait qu'elles ne nécessitent pas un contrôle permanent d'un formateur. Défini dans la circulaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle numéro 2001-22 du 20 juillet 2001, puis encadré par la loi du 5 mars 2014 et rénové par la loi du 5 septembre 2018, la FOAD impose aux fournisseurs des documents garantissant la qualité de leurs actions et encourage à se renseigner sur les modalités de la certification qualité. Le décret du 28 décembre 2018 réglemente les obligations liées à la mise en œuvre d'une FOAD, incluant un programme de formation détaillé, un contrat de formation signé avec l'employeur précisant divers éléments, des justificatifs d'assiduité, un certificat de réalisation et d'autres documents attestant la participation du stagiaire. La feuille d'émargement n'est plus le seul document requis, un justificatif d'assiduité étant souvent demandé. Calliope est une certification qualité en France destinée aux organismes de formation. Elle est obligatoire pour ceux cherchant des financements publics ou mutualisés. Critère numéro 1, conception des actions de formation. Le formateur doit définir clairement les objectifs pédagogiques, concevoir des contenus adaptés aux besoins des apprenants et élaborer des supports pédagogiques pertinents. Critère numéro 2, adaptation des actions au public bénéficiaire. Le formateur doit personnaliser les actions de formation en fonction des besoins spécifiques des apprenants et prendre en compte les spécificités des publics visés. Numéro 3, adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Le formateur doit s'assurer que les ressources pédagogiques et techniques sont en adéquation avec les objectifs de la formation et garantir un encadrement suffisant pour le bon déroulement des actions de formation. Critère numéro 4,
qualification et formation des personnes en charge des formations. Le formateur doit s'assurer que les formateurs sont qualifiés et compétents et veiller à la formation continue du personnel encadrant. Critère numéro 5, conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus. Le formateur doit mettre en place une communication claire sur l'offre de formation et informer les apprenants sur les délais d'accès et les modalités d'évaluation. Critère numéro 6, prise en compte des appréciations et des réclamations. Le formateur doit mettre en place un système de recueil des appréciations des apprenants et traiter les réclamations de manière appropriée et en tirer des enseignements. Critère numéro 7, mesure de la satisfaction des bénéficiaires. Le formateur doit évaluer régulièrement la satisfaction des apprenants à l'issue des formations et mettre en place des actions correctives en cas d'insatisfaction. Alors, avec qui travaille le formateur pour la prise en charge des personnes en situation de handicap dans le cadre d'une formation? Alors, dans le cadre d'une formation, la prise en charge des personnes en situation de handicap est assurée par le référent handicap, qui est la personne nommée au sein de l'organisme de manière officielle pour la gestion de ces questions. Quels sont les acteurs du handicap sur le territoire de la Martinique? Les acteurs du handicap sur le territoire de la Martinique sont l'Agence régionale de santé, la collectivité territoriale de Martinique via son établissement public, donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, la GFIP et le Cap Emploi. Qu'est-ce que la RSE? La RSE est la responsabilité sociétale des entreprises avec un enjeu économique, social et environnemental fort. L'objectif de la RSE consiste à favoriser une qualité de vie au travail, à encourager le dialogue dans un cadre de travail serein, à intégrer des valeurs en matière d'égalité et de non-discrimination. Les principaux sujets qui composent la RSE sont la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. De nouvelles dispositions sont venues renforcer la RSE via la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dans sa version numéro 2019-486 du 22 mai 2019. Quelques exemples d'actions pour illustrer une démarche RSE. Alimenter les infrastructures en énergie verte, une réduction considérable de la consommation de papier par ses collaborateurs, faire le choix de travailler avec des fournisseurs respectueux de l'environnement, encourager la mobilité durable, etc., etc.